Quand mon gendre est arrivé chez moi cet après-midi de mars 2010 avec le visage pâle et les mains tremblantes, j'ai su que quelque chose de très grave se passait. Il arrivait à peine à parler correctement, la voix entrecoupée, les yeux rouges, comme s'il avait passé toute la nuit éveillé. « Maman Goma, vous devez venir maintenant, c'est au sujet de Bibiche. S'il vous plaît, ne me demandez rien, venez juste. » Mon cœur s'est glacé dans ma poitrine. Ma fille, ma petite Bibiche. Qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver? J'ai pensé à tout ce qui pouvait exister de mauvais dans ce monde, et chaque pensée était pire que la précédente. J'ai tout laissé abandonner dans la cuisine, je n'ai même pas bien éteint le réchaud, et je suis sortie en courant derrière lui, avec les jambes flageolantes et la respiration coincée dans la gorge. À 66 ans, je pensais avoir tout vu dans cette vie, que plus rien ne pouvait me faire peur. Comme je me trompais. « Bonjour mes chers, je m'appelle Ngoma, mais vous pouvez m'appeler Maman Goma. J'ai 81 ans aujourd'hui. Je suis née en 1944 là-bas à Kinkala, dans l'arrière-pays du Poule, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a 15 ans, mais elle m'émeut encore, comme si c'était hier. Avant de commencer, je voudrais savoir d'où vous me regardez. Laissez dans les commentaires en bas, parce que ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents. Et si vous pouvez, cliquez sur ce « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne, parce que ça m'aide beaucoup à continuer ici, à partager ces souvenirs avec vous. Pour bien comprendre cette histoire, je dois remonter un peu dans le temps. Je dois vous raconter comment tout a commencé, là-bas, dans les années 1940, quand je suis née dans une famille très pauvre de Kinkala. Mon père, Mamboula, travaillait dans les plantations de la région, prenant du travail où il en trouvait. Ma mère, Massango, lavait le linge pour les autres, frottant sur la pierre jusqu'à ce que ses mains saignent. Nous étions 6 enfants vivant dans une petite case en terre battue qui avait des fuites dans le toit quand il pleuvait et le vent qui entrait par les fissures quand il faisait froid. La vie était très dure à cette époque, mes chers. Très dure vraiment. On mangeait ce qu'on avait, et souvent ce qu'on avait c'était juste du manioc avec un peu de sauce. Parfois même le manioc manquait, et maman faisait du fufu d'eau avec du sel et un peu d'huile de palme pour tromper la faim. Je me souviens de me coucher la nuit avec le ventre qui gargouillait, demandant à Dieu de faire venir vite le lendemain, parce que le lendemain, il y avait toujours l'espoir d'avoir quelque chose à manger. Mais vous savez ce qu'il y avait dans cette case? Il y avait de l'amour. Beaucoup d'amour. Ma mère, même fatiguée comme elle l'était, trouvait toujours un petit moment avant qu'on dorme pour s'asseoir au bord du lit et nous caresser les cheveux. Elle chantait des chansons doucement, et cette voix fatiguée était le plus beau son du monde. Mon père, les dimanches quand il n'y avait pas de travail, prenait sa vieille likambé à laquelle il manquait 2 lamelles et jouait des airs qui nous faisaient oublier la pauvreté. J'ai grandi en voyant ma mère se réveiller avant le lever du soleil et aller dormir après que la lune soit déjà haute dans le ciel. Ses mains étaient pleines de cale, les doigts gonflés à force de frotter le linge sur la pierre. En hiver, la peau se fendillait, saignait, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Si elle s'arrêtait, on ne mangeait pas. C'était simple comme ça. Mon père rentrait à la maison avec le dos brisé, le visage brûlé par le soleil, le corps qui faisait mal partout, mais le lendemain, il se levait avant le chant du coq et repartait. Quand j'ai eu 14 ans, en 1958, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un emploi de domestique dans la maison d'une famille riche de la ville, les Moukoko. Leur maison était énorme, elle avait un étage, un jardin devant plein de fleurs que je n'avais jamais vues de ma vie, et à l'intérieur, il y avait plus de pièces que je ne pouvais en compter. J'ai eu les yeux écarquillés le premier jour, regardant tout ça et me demandant comment il pouvait exister une telle différence entre leur vie et la mienne. La patronne, Madame Moukoko, était une femme grande, mince, toujours très bien habillée, avec les cheveux tirés en chignon parfait et les ongles peints en rouge. Elle était exigeante, très exigeante. Elle voulait tout impeccable, tout à la bonne place, tout à sa manière. Les premiers mois, je tremblais chaque fois qu'elle s'approchait, de peur d'avoir fait quelque chose de mal et d'être renvoyée. Mais petit à petit, j'ai appris. J'ai appris à repasser le linge comme elle aimait, avec le fer bien chaud et le tissu humide dessus. J'ai appris à nettoyer l'argenterie sans laisser de taches. J'ai appris à cuisiner des plats que je n'avais jamais mangés de ma vie, suivant les recettes qu'elle me dictait.
Je me levais à 5 heures du matin et j'arrivais chez les Moukoko à 6 heures. Je travaillais jusqu'à 8 heures du soir, parfois jusqu'à plus tard quand il y avait un dîner avec des invités. Je gagnais une misère, mais chaque franc était important. À la fin du mois, j'apportais l'argent à maman, toute fière, et je voyais ses yeux briller de gratitude. Avec ce petit argent, on arrivait à acheter un peu plus de nourriture. On arrivait à payer les dettes qui étaient en retard. On arrivait à respirer un peu plus tranquillement. C'est lors d'une fête sur la place de la ville, en 1962, que j'ai rencontré Makaya. C'était un bal du dimanche, de ceux qui rassemblaient toute la ville. J'étais là avec mes sœurs, Joséphine et Célestine, toutes les trois vêtues de robes que nous avions cousues nous-mêmes. Ce n'étaient pas de belles robes. Elles étaient simples, faites d'un tissu bon marché que maman avait acheté au marché, mais pour nous, c'étaient les plus belles robes du monde, parce qu'elles étaient à nous, faites avec application et amour. J'étais en train de parler avec mes sœurs quand j'ai senti quelqu'un qui regardait. Je me suis retournée et je l'ai vue. Makaya. Cheveux noirs, bien coiffés avec de la brillantine qui brillait à la lumière des lampes à pétrole. Des yeux marrons qui semblaient me sourire même quand la bouche était sérieuse. Il portait un pantalon gris bien repassé et une chemise blanche qui devait être la meilleure qu'il avait. Il était debout de l'autre côté de la place, me regardant d'une manière mi-timide, mi-audacieuse en même temps. J'ai fait semblant de ne pas voir et j'ai continué à parler, mais je sentais son regard collé sur moi. Après un moment, il a pris son courage et a traversé la place. Il s'est arrêté devant moi, a ôté un chapeau imaginaire de sa tête dans un geste poli et a dit « Bonsoir, mademoiselle. Votre papa permettrait-il que je vous invite à danser ?» Sa voix était belle, ferme mais respectueuse. Mes sœurs ont pouffé de rire et j'ai senti mon visage chauffer. J'ai regardé mon père qui était assis sur un banc pas loin, en train de parler avec d'autres hommes. Il a fait un signe de tête, donnant la permission. Nous avons dansé une chanson, puis une autre, et encore une autre. Il dansait bien, me guidait avec fermeté mais sans être brusque, et nous parlions pendant que nous dansions. Il m'a raconté qu'il travaillait comme aide dans un garage, qu'il vivait avec sa mère et 2 frères, que son père était mort quand il était petit. Je lui ai raconté mon travail chez les Moukoko, ma famille, mes rêves d'avoir un jour une maison à moi, petite qu'elle soit, mais qui soit à moi. Quand la fête s'est terminée et que l'heure de partir est arrivée, il a demandé la permission à mon père de pouvoir me rendre visite. Mon père l'a bien regardé, de cette manière sérieuse que les pères ont quand ils veulent évaluer le caractère de quelqu'un, et après un silence qui a semblé durer une éternité, il a dit « Tu peux venir dimanche prochain, mais respecte ma fille. » Makaya a promis que oui, a serré la main de mon père et est partie. Je suis restée à le regarder s'éloigner dans la nuit noire, et mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. La fréquentation a commencé ainsi, de la manière dont les fréquentations commençaient à cette époque. Il venait à la maison les dimanches, toujours bien habillé, apportant toujours une petite chose. Une fleur qu'il avait cueillie en chemin, une friandise qu'il avait achetée à la boutique. Une fois, il a apporté un peigne en bois qu'il avait sculpté lui-même, avec de petites fleurs dessinées. Nous nous asseyions sous la véranda, toujours avec ma mère ou une de mes sœurs près de nous, parce qu'une jeune fille de bonne famille ne restait pas seule avec un garçon. Nous parlions de tout. De la vie, de l'avenir, des rêves que nous avions. Makaya avait le rêve d'avoir son propre garage un jour. Il voulait travailler à son compte, être son propre patron, ne dépendre de personne. Ses yeux brillaient quand il parlait de ça, et je voyais dans cette lueur la même détermination que je ressentais quand je pensais à mon avenir. Nous nous comprenions, vous savez. C'était comme si nous étions faits de la même pâte. 2 pauvres avec de grands rêves, 2 travailleurs qui n'avaient pas peur de se battre pour obtenir ce qu'ils voulaient. Nous avons fréquenté pendant 2 ans. 2 ans de dimanche sous la véranda, de conversations sous le regard attentif de la famille, de mains qui se touchaient en cachette quand personne ne regardait. En 1964, quand j'avais 20 ans et lui 23, Makaya a demandé ma main en mariage. C'était un dimanche après-midi, avec toute ma famille réunie. Il était nerveux, je le voyais à ses mains qui tremblaient, mais sa voix est sortie ferme quand il a dit à mon père « Papa Mamboula, je suis venu demander la main de votre fille en mariage. »
Je ne suis pas riche, vous le savez, mais je suis travailleur, honnête, et je promets de prendre soin d'elle avec tout l'amour que j'ai dans le cœur. » Mon père est resté silencieux pendant un temps qui a semblé infini. Il a regardé Makaya, il m'a regardé, il a regardé ma mère. Puis il s'est levé, a tendu la main à Makaya et a dit « Tu as ma bénédiction. Prends bien soin de ma petite. » J'ai tellement pleuré ce jour-là, mes chers. J'ai pleuré de joie, d'émotion, de peur de l'avenir, d'espoir. Tout mélangé dans la poitrine, dans une confusion de sentiments que je ne savais même pas ce que c'était. Nous nous sommes mariés en avril 1964. La cérémonie a été simple, à l'église du quartier. Je portais une robe empruntée à ma cousine Henriette, qui s'était mariée l'année précédente. C'était une robe blanche, un peu jaunâtre avec le temps, avec des broderies à la taille qui étaient un peu délavées, mais pour moi, c'était la plus belle robe du monde. Les chaussures étaient à ma sœur aînée, et elles étaient d'une pointure plus grande que la mienne, alors j'ai dû remplir le bout avec du coton pour pouvoir marcher sans trébucher. Il n'y a pas eu de grande fête. Nous avons fait un déjeuner chez mes parents, avec les 2 familles et quelques amis proches. Ma mère et mes sœurs ont cuisiné pendant 2 jours pour préparer ce déjeuner. Il y avait du poulet fermier, du riz, des haricots, du fufu, de la salade et un gâteau que Maman Pauline, la voisine de ma mère, avait fait en cadeau. Ce fut un jour heureux, très heureux. Je me souviens avoir regardé Makaya pendant la cérémonie, lui si beau avec ce costume emprunté à son frère, et avoir pensé « Voilà l'homme avec qui je vais passer le reste de ma vie. » Nous sommes allés vivre dans une petite chambre au fond de la maison de sa mère, Mama Odette. C'était petit. Il y avait juste un lit double, une armoire à 2 portes que sa mère nous avait donnée en cadeau, un réchaud à charbon qui était dans le coin, et une petite table avec 2 chaises. L'évier était dehors, dans la cour, où nous lavions la vaisselle et prenions des bains avec de l'eau froide. Les toilettes étaient une cabane séparée, tout au fond du terrain. Il n'y avait pas beaucoup de confort, mais c'était notre petit coin, l'endroit où nous allions commencer notre vie ensemble. La première nuit, allongée dans ce lit dur qui grinçait quand on bougeait, regardant le toit de tôle qui avait des traces de fuite d'eau de pluie, j'ai ressenti un mélange de peur et de bonheur. Peur de l'inconnu, de ce qui allait venir, des responsabilités qui étaient maintenant les nôtres. Et bonheur d'être là, à côté de l'homme que j'aimais, construisant notre propre chemin. Makaya m'a enlacé cette nuit-là et a murmuré à mon oreille « Nous allons être heureux, Ngoma. Ce ne sera peut-être pas facile, mais nous allons être heureux. » Et je l'ai cru. J'ai cru de toute la force de mon cœur. La vie de femme mariée n'était pas facile. Makaya travaillait du lever au coucher du soleil au garage, il rentrait à la maison fatigué, avec les mains sales de graisse, le corps douloureux à force d'être courbé à réparer des voitures. Il gagnait peu, très peu. J'ai continué à travailler chez les Moukoko, parce qu'avec ce qu'il gagnait, ça ne suffisait pas pour payer les factures. Nous mettions nos 2 salaires ensemble, et même comme ça, il fallait faire de l'acrobatie pour arriver à la fin du mois. Je me levais à 5 heures du matin, je faisais le café pour Makaya, je préparais son repas, j'arrangeais tout avant de sortir. J'arrivais chez les Moukoko et je travaillais jusqu'au soir. Quand je rentrais à la maison, il fallait encore cuisiner, laver le linge, nettoyer la maison. Je me couchais tard et me levais tôt, et les jours se répétaient tous pareils. Mais il y avait de l'amour dans cette routine. Il y avait de l'affection. Il y avait de la complicité. Makaya m'attendait toujours éveillée, même fatiguée. Nous dînions ensemble, nous parlions de la journée, nous faisions des plans pour l'avenir. Et après, au lit, il m'enlaçait et je sentais que tout en valait la peine. En 1965, je suis tombée enceinte. Je l'ai découvert quand mes règles ont eu 2 mois de retard et que j'ai commencé à avoir des nausées tous les matins. Je suis allée voir un médecin au dispensaire et il a confirmé. J'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Makaya, il m'a prise dans ses bras et a fait un tour dans la pièce, riant comme un enfant. Sa mère a pleuré de joie, nous a embrassés, a dit qu'elle allait enfin être grand-mère. Et moi, mes chers, j'ai ressenti un bonheur si grand qu'il me semblait que ma poitrine allait exploser. La grossesse a été difficile. Les premiers mois, les nausées étaient terribles.
Je ne pouvais même pas sentir l'odeur de nourriture que j'étais déjà malade. J'ai tellement maigri que les vêtements sont devenus larges. Madame Moukoko, ma patronne, s'est inquiétée et a dit que je pouvais travailler moins d'heures. Mais comment faire ça? Nous avions besoin de l'argent. Alors j'ai continué, même en me traînant, même en étant malade, même avec le corps qui demandait du repos. Au 7e mois, j'ai commencé à gonfler. D'abord les pieds, puis les jambes, puis les mains. Le médecin a dit que c'était normal, que beaucoup de femmes enceintes gonflent, mais il m'a dit de me reposer. J'ai dû arrêter de travailler. Madame Moukoko a dit que mon emploi m'attendrait après la naissance du bébé, mais en attendant, nous n'avions que le salaire de Makaya. C'était serré, très serré. Il y a eu des jours où nous déjeunions, mais ne dînions pas. Il y a eu des jours où Makaya disait qu'il n'avait pas faim, mais je savais qu'il laissait la nourriture pour moi et le bébé. Bibiche est né en septembre 1965, après presque 20 heures de travail. C'était dans un hôpital public, dans une salle où il y avait 3 autres femmes en train d'accoucher en même temps. Les douleurs étaient horribles, mais chères, si fortes que je pensais que j'allais mourir. J'ai crié, pleuré, demandé du secours, mais il n'y avait pas grand-chose à faire, à part attendre. Les infirmières venaient de temps en temps, regardaient, disaient que ce n'était pas encore l'heure, et repartaient. Je suis restée là seule, parce qu'à cette époque, les hommes n'entraient pas dans la salle d'accouchement, tenant la main d'une des autres femmes qui accouchaient aussi, les deux se soutenant l'une l'autre dans la douleur. Quand elle est enfin née, quand j'ai entendu ce cri strident et que l'infirmière a dit « c'est une fille », j'ai ressenti un soulagement si grand que je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, ils me l'ont mise dans les bras. Elle était toute petite, toute ridée, rouge, avec les petits yeux fermés et la petite bouche qui cherchait le sein. Elle était parfaite, la créature la plus parfaite qui ait jamais existé au monde. J'ai passé mon doigt sur ses minuscules petits doigts, j'ai touché son petit visage doux, j'ai senti cette odeur de bébé qui n'a pas d'égal, et j'ai pleuré. J'ai pleuré d'amour, de gratitude, de fatigue, de bonheur. Makaya est entré dans la salle après, les yeux écarquillés d'émotion. Il a pris Bibiche dans ses bras avec tant de précaution, comme si elle allait se casser, et est resté à la regarder en silence. Puis il m'a regardé, avec des larmes qui coulèrent sur son visage, et a dit « Merci, merci de m'avoir donné cette fille ». Et moi, épuisée mais heureuse, je lui ai souri. Les premiers mois avec Bibiche ont été un tourbillon. Elle pleurait beaucoup, tétait toutes les 2 heures, ne me laissait pas dormir. J'étais toujours fatiguée, toujours avec des cernes, toujours avec les vêtements sales de lait. Mais c'était une bonne fatigue, vous savez? C'était la fatigue de quelqu'un qui s'occupait de sa propre fille, de quelqu'un qui voyait ce petit être grandir jour après jour. Chacun de ses sourires, chaque petite conquête, chaque fois qu'elle agrippait mon doigt avec sa petite main, faisait que tout en valait la peine. Je suis retournée au travail quand elle avait 3 mois. Je la laissais avec Mama Odette, qui s'occupait d'elle pendant que j'étais partie. Ma poitrine me faisait mal d'être loin d'elle, mal vraiment, comme si on m'avait arraché un morceau de moi. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait manger, il fallait payer les factures. Alors j'y allais, je travaillais toute la journée le cœur serré, et je revenais en courant le soir pour embrasser ma fille. 2 ans plus tard, en 1967, est arrivé Gaston. Ensuite, en 1969, Thérèse. Et en 1971, Bibiche, ma Benjamine. 4 enfants en 6 ans. La maison était toujours en désordre. Il y avait toujours du linge à laver, de la nourriture à préparer, un enfant qui pleurait, un enfant qui tombait, un enfant avec de la fièvre. Je me multipliais pour tout gérer. Je travaillais dehors, je m'occupais de la maison, je m'occupais des enfants. Makaya aidait comme il pouvait, mais lui aussi travaillait beaucoup et rentrait à la maison épuisé. La vie était précipitée, elle était fatigante, elle était difficile. Mais elle était bonne, mes chers. Elle était bonne parce qu'il y avait de l'amour. Il y avait les rires des enfants qui remplissaient la maison. Il y avait les étreintes de Makaya à la fin de la journée. Il y avait les dimanches où nous faisions un déjeuner spécial et mangions tous ensemble. Il y avait les soirs où nous nous asseyions dans la cour pour prendre l'air et parlions des rêves que nous avions encore.
J'ai élevé mes enfants avec beaucoup d'amour et beaucoup de discipline. J'ai enseigné que le travail ennoblit, que l'honnêteté vaut plus que l'argent, que la famille est le bien le plus précieux que nous ayons. Tous sont allés à l'école, même si c'était l'école publique et loin de la maison. Tous ont appris à aider aux tâches domestiques. Gaston et Thérèse aidaient à s'occuper des petites sœurs. Bibiche aidait à la cuisine. Chacun faisait sa part. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, chacun montrait sa personnalité. Gaston était silencieux, sérieux, aimait bricoler, démonter et remonter. Depuis tout petit, il montrait déjà qu'il allait suivre le chemin du père. La première Bibiche était pratique, organisée. Elle savait déjà ce qu'elle voulait de la vie. Thérèse était la plus artistique. Elle passait son temps à dessiner, chanter, inventer des histoires. Et Bibiche, ma Benjamine, était la plus rêveuse. Elle vivait la tête dans les nuages, inventant des mondes imaginaires, parlant d'endroits qu'elle voulait connaître, de choses qu'elle voulait faire. Bibiche était spéciale. Non pas que je l'aimais plus que les autres, ce n'est pas ça. Mais elle avait une lumière différente, une joie contagieuse. C'était cet enfant qui se faisait des amis avec tout le monde, qui consolait ses frères et sœurs quand ils étaient tristes, qui m'embrassait sans raison et disait « Je t'aime, maman », sans que je lui ai rien demandé. Elle remplissait la maison de vie. Quand Bibiche avait 8 ans, en 1979, nous avons enfin pu quitter la maison de Mama Odette. Après des années à économiser sou par sou, nous avons réussi à acheter un terrain en périphérie de la ville et construire notre propre maison. Elle était petite, seulement 3 pièces, mais elle était à nous. À nous vraiment, sans avoir besoin de payer de loyer à personne. Je me souviens du jour où nous avons déménagé. Les garçons transportèrent les affaires, les filles organisaient, et moi et Makaya au milieu de la maison vide, en train de s'embrasser et de pleurer de bonheur. La vie s'est améliorée petit à petit. Makaya a trouvé un meilleur emploi dans un autre garage. Moi aussi j'ai réussi à travailler dans des maisons qui payaient mieux. Nous étions encore pauvres, mais c'était une pauvreté plus digne, vous savez ? Nous arrivions à manger tous les jours, nous arrivions à acheter des vêtements pour les enfants, nous arrivions à leur donner un certain confort. Les années ont passé. Les enfants ont grandi, sont devenus adultes, chacun suivant son chemin. Gaston est devenu mécanicien comme son père. La première Bibiche a trouvé un emploi de couturière dans une usine. Thérèse est allée travailler dans un magasin au centre-ville. Et Bibiche, ma Benjamine, après avoir terminé le lycée en 1989, a trouvé un emploi de réceptionniste dans une entreprise de matériaux de construction. Je me souviens de son premier jour de travail. Elle était si nerveuse, si enthousiaste, si belle dans le petit ensemble que sa sœur avait cousu pour elle. Elle est restée devant le miroir, à arranger ses cheveux 1000 fois, mettant du rouge à lèvres, l'enlevant, le remettant. Quand elle est partie travailler, je suis restée à la porte à la regarder s'en aller, et mon cœur était serré. Ma fille Benjamine, ma petite Bibiche, commençait sa vie. C'est dans cette entreprise qu'elle a rencontré Dieudonné en 1992. La première fois qu'il est venu à la maison, je l'ai surveillé. Il était poli, très bavard, avait une façon de parler qui montrait qu'il avait étudié plus que nous. Il venait d'une famille plus aisée, avait même fait des formations techniques. Quand je l'ai vu intéressé par ma fille, j'avoue que j'étais inquiète. Est-ce que c'était sérieux? Est-ce qu'il ne jouait pas simplement avec ses sentiments? Mais petit à petit, j'ai appris à connaître le vrai Dieudonné. J'ai vu que c'était un bon garçon, travailleur, respectueux. Il venait à la maison, parlait avec Makaya de football, aidait à porter les courses quand il nous croisait dans la rue. Il traitait Bibiche avec affection, avec respect. Je voyais les yeux de ma fille briller quand il arrivait. Je voyais comme elle était heureuse près de lui. Et quand il l'a demandée en mariage en 1995, après 3 ans de fréquentation, moi et Makaya avons donné notre bénédiction. Le mariage a eu lieu en janvier 1996. Cette fois, nous avons réussi à faire une meilleure fête. Dieudonné et sa famille ont aidé. Et nous avons fait une belle cérémonie à l'église, avec beaucoup de monde, beaucoup de nourriture, de la musique, de la joie. Voir ma fille Benjamine en blanc, rayonnante de bonheur, entrer à l'église au bras de son père, a été un des moments les plus émouvants de ma vie. J'ai tellement pleuré que la première Bibiche a dû me donner son mouchoir
pour que je me mouche. Les premières années de leur mariage étaient belles à voir. Dieudonné avait un bon emploi dans une entreprise de construction, et ils ont réussi à louer une petite maison simple, mais bien arrangée. Bibiche a continué à travailler aussi. Ils avaient des projets, des rêves. Ils voulaient économiser pour acheter leur propre maison, ils voulaient avoir des enfants, ils voulaient construire une famille. En 1998, Bibiche m'a appelé en pleurant. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose de mauvais, qu'il était arrivé quelque chose à elle ou à Dieudonné. Mais c'était le contraire. Elle pleurait de bonheur. Elle était enceinte. Elle allait avoir un bébé. J'allais être grand-mère à nouveau. La joie était si grande que j'ai commencé à pleurer au téléphone moi aussi. Toutes les deux en train de pleurer, de rire, de parler en même temps, l'une essayant de calmer l'autre, mais aucune n'arrivant à se calmer. Je suis allée chez elle le soir même. J'ai embrassé ma fille, j'ai tenu son visage entre mes mains, je l'ai regardé bien dans les yeux et j'ai dit « Tu vas être une mère merveilleuse ». Elle a souri, avec ce sourire qui illuminait tout son visage, et a répondu « J'espère être la moitié de la mère que vous avez été pour moi ». Mais le bonheur a duré peu de temps. Dans les premiers mois de la grossesse, Bibiche a commencé à avoir des saignements. Au début, ils étaient petits, elle allait chez le médecin et il disait que c'était normal, que ça pouvait arriver. Mais les saignements ont augmenté. Elle a dû faire un repos absolu. Elle a arrêté de travailler, resté couchée presque tout le temps. J'y allais tous les jours. J'apportais de la nourriture, je nettoyais la maison, je lui tenais compagnie. Dieudonné était désespéré, le pauvre. Il partait au travail avec le visage crispé d'inquiétude et revenait en courant pour voir si tout allait bien. Au 5e mois, un vendredi soir, Dieudonné a frappé à ma porte désespéré. Il était presque 2 heures du matin. « Maman Ngoma, Bibiche saigne beaucoup, vraiment beaucoup. Il faut aller à l'hôpital maintenant. » Le monde s'est écroulé. J'ai réveillé Makaya, nous avons emprunté la voiture du voisin Casimir et nous sommes tous allés à l'hôpital. À l'hôpital, c'était une course de médecins, d'infirmières, de brancards, de gens qui parlaient vite, Bibiche qui gémissait de douleur sur le brancard. Nous sommes restés à attendre dans la salle d'attente, moi, Makaya et Dieudonné. Des heures et des heures à attendre, sans que personne ne vienne donner des nouvelles, sans que personne ne dise rien. Dieudonné marchait d'un côté à l'autre, les mains tremblantes, le visage pâle. Makaya était assis la tête baissée, priant doucement. Et moi, mes chers, j'avais le cœur dans la main, demandant à Dieu de sauver ma fille et mon petit-fils. Quand le médecin est finalement sorti, son visage disait déjà tout. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-il dit, et cette phrase était la pire phrase du monde. « Nous avons réussi à stabiliser votre fille. Elle va bien se porter. Mais le bébé, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Je suis désolé. » Dieudonné s'est effondré, littéralement. Ses jambes ont lâché et il est tombé assis par terre, couvrant son visage de ses mains, sanglotant. Makaya l'a tenu par les épaules, l'a aidé à se relever. Et je suis resté là debout, sans pouvoir bouger, sans pouvoir traiter ses mots. Le bébé, nous n'avons pas pu sauver. Mon petit-fils. Le premier petit-fils de ma fille Benjamin. Il était mort. Quand ils nous ont laissés entrer dans la chambre, Bibiche était pâle, avec les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle m'a regardée et a dit, avec la voix brisée, « Maman, j'ai perdu mon bébé, j'ai perdu mon fils. » Je me suis assise au bord du lit, je l'ai embrassé et je l'ai laissé pleurer sur mes genoux. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien que je puisse dire qui allait enlever cette douleur. Je pouvais seulement être là, la tenant, partageant cette douleur avec elle. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles que j'ai jamais vu ma fille traverser. Elle est retournée à la maison, mais c'était comme si elle avait laissé une partie d'elle à l'hôpital. Elle restait couchée dans le lit toute la journée, regardant le plafond, sans rien dire. Elle ne voulait pas manger, ne voulait pas se laver, ne voulait voir personne. Dieudonné essayait de parler avec elle, mais elle tournait le visage de côté et restait silencieuse. J'y allais tous les jours. J'essayais de lui faire manger quelque chose, ne serait-ce qu'une petite soupe, mais elle ne prenait que 2 gorgées et poussait l'assiette au loin. Ce qui me brisait le plus le cœur était de voir cette fille, qui avait toujours été si pleine de vie, si joyeuse, si rêveuse, maintenant éteinte de cette manière.
C'était comme si on avait arraché la lumière de l'intérieur d'elle. Elle ne pleurait plus, et c'était encore pire. Au moins, quand on pleure, la douleur sort un peu. Mais elle restait là, sèche à l'intérieur, gardant tout, laissant cette tristesse pourrir à l'intérieur de sa poitrine. Dieudonné souffrait aussi, mais d'une manière différente. Il essayait d'être fort, essayait de tenir le coup. Il allait travailler tous les jours, revenait, s'occupait de la maison, essayait de s'occuper de Bibiche. Mais je voyais dans ses yeux la même douleur, la même tristesse profonde. Parfois j'arrivais là-bas, et je le trouvais assis seul dans la cuisine, la tête entre les mains, et je savais qu'il pleurait aussi à l'intérieur. Mais devant Bibiche, il essayait de garder la contenance, essayait d'être son refuge. Des semaines ont passé. 1 mois. 2 mois. Bibiche continuait dans cet état. Le médecin avait dit que c'était normal, qu'elle avait besoin de temps pour traiter le deuil, pour se remettre non seulement physiquement, mais émotionnellement. Mais combien de temps? Combien de temps ma fille allait rester ainsi, éteinte, morte à l'intérieur? J'ai commencé à y aller tous les jours, tôt le matin. Je me levais à 5 heures, j'arrangeais les choses à la maison, et à 7 heures, je frappais déjà à sa porte. J'entrais, j'ouvrais les fenêtres, je laissais le soleil entrer. J'allumais la radio, je mettais une chanson. Je faisais un café bien fort, de ceux dont l'odeur remplit toute la maison. J'obligeais Bibiche à se lever du lit, à aller à la salle de bain, à prendre une douche. Au début, elle résistait, disait qu'elle voulait rester couchée, mais j'insistais. « Ma fille, tu dois continuer à vivre. Ton bébé ne voudrait pas te voir comme ça. » J'ai emmené Thérèse et la première Bibiche avec moi quelquefois. Les 3 sœurs ensemble, parlant, se rappelant des histoires de quand elles étaient petites, essayant d'arracher un sourire à Bibiche. Tout doucement, très lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un sommeil très profond, elle a commencé à réagir. D'abord, c'était un demi-sourire quand Thérèse a raconté une histoire drôle. Ensuite, c'était elle qui a raconté une histoire, la voix encore un peu faible, mais essayant déjà de participer. Ensuite, c'était elle qui se levait toute seule du lit, sans que j'aie besoin d'insister. Mais son mariage était en lambeaux. Elle et Dieudonné vivaient sous le même toit, mais c'était comme s'ils étaient 2 étrangers. Ils rentraient du travail, demandaient si elle allait bien, elle disait oui, et chacun allait dans son coin. Ils ne parlaient plus vraiment. Ils ne se touchaient plus. Ils ne partageaient plus rien à part l'espace physique de la maison. Et cela m'angoissait tellement, mes chers, parce que je savais que ces 2-là s'aimaient. Je voyais la manière dont Dieudonné la regardait quand elle ne voyait pas. Je voyais la douleur dans ses yeux. Je voyais la manière dont elle soupirait quand elle entendait sa clé dans la porte. Ils s'aimaient, mais la douleur avait construit un mur si haut entre eux qu'aucun n'arrivait à le traverser. Un dimanche après-midi, en 2000, Dieudonné est venu à la maison. Bibiche était restée chez elle. Elle avait dit qu'elle avait mal à la tête. Il est arrivé, s'est assis dans la cuisine avec moi et Makaya, et a commencé à pleurer. Un homme de plus de 30 ans, pleurant dans ma cuisine, et chacune de ses larmes me perçait le cœur. « Maman Goma », a-t-il dit entre les sanglots, « je ne sais plus quoi faire. J'essaie tellement, mais elle ne me laisse pas entrer. C'est comme s'il y avait une vitre entre nous. Je la vois, elle me voit, mais nous n'arrivons pas à nous toucher. Et j'ai tellement peur de perdre ma femme pour de bon. J'ai tenu sa main, cette grande main calleuse d'avoir tant travaillé, et je l'ai laissée pleurer. Parfois, on a besoin de pleurer, on a besoin de sortir, on a besoin de partager le poids qu'on porte tout seul. Quand il s'est un peu calmé, je lui ai dit « Dieudonné, vous avez tous les 2 perdu le bébé. Vous souffrez tous les 2. Mais chacun souffre seul dans son coin, et ça rend tout plus difficile. Vous devez souffrir ensemble, vous devez vous soutenir, vous devez vous permettre d'être faibles l'un devant l'autre. » Mais je ne peux pas être faible devant elle, a-t-il dit, essuyant son visage avec le dos de la main. Je dois être fort pour Bibiche. Non, mon fils, j'ai dit, et je l'ai appelé mon fils pour la première fois. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin d'être vrai. Elle n'a pas besoin d'un héros. Elle a besoin de son mari, avec toutes les faiblesses, avec toute la douleur. Elle a besoin de savoir que tu souffres aussi, que vous êtes ensemble dans ça. Je ne sais pas s'il a suivi mon conseil ou non, mais je sais que quelque chose a changé après ce jour. Quelques semaines plus tard,
quand je suis arrivée chez eux un mardi matin, je les ai trouvés tous les deux assis dans la cuisine, prenant le café ensemble. Ils étaient silencieux, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus ce silence lourd, chargé de choses non dites. C'était un silence plus léger, plus confortable. Quand ils m'ont vu, Bibiche a souri. Un petit sourire, encore un peu faible, mais c'était un vrai sourire. Dans les mois suivants, j'ai vu ce couple se reconstruire petit à petit. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile. Mais ça se passait. Ils ont recommencé à parler. Ils ont recommencé à sortir ensemble les week-ends. Ils ont recommencé à rire. Et un jour, quand je suis arrivée sans prévenir, je les ai trouvés enlacés sur le canapé, regardant la télévision, et cette image m'a rempli d'espoir. En 2001, Bibiche est tombée enceinte à nouveau. Quand elle me l'a dit, j'ai vu la peur dans ses yeux. Peur de perdre encore, peur de passer par tout ça une nouvelle fois, peur de ne pas tenir. « Maman », a-t-elle dit avec la voix tremblante, « je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux passer par ça encore une fois s'il arrive quelque chose. » Je me suis assise avec elle. J'ai tenu ses mains entre les miennes et j'ai regardé bien au fond de ses yeux. « Ma fille, cette fois ce sera différent. Tu vas voir. Ce bébé va naître fort et en bonne santé et tu vas être la mère merveilleuse que je sais que tu es. Mais si par hasard Dieu nous en garde, il arrive quelque chose, je serai là. Dieudonné sera là. Toute ta famille sera là. Tu ne passeras pas par ça toute seule. Jamais plus. » Cette grossesse a été suivie de près. Bibiche allait chez le médecin toutes les semaines. N'importe quoi, n'importe quelle petite douleur, elle courait déjà à l'hôpital. Dieudonné était toujours avec elle, tenant sa main, donnant du soutien. Et elle, la pauvre, vivait dans un mélange d'espoir et de terreur. Chaque jour qui passait était une victoire. Chaque semaine complétée était un motif de célébration. Elle a fait du repos dès le début. Elle était restée couchée la plupart du temps. J'y allais le matin, je faisais la cuisine, je nettoyais la maison, je lui tenais compagnie. L'après-midi, la première Bibiche ou Thérèse y allait. Le soir, Dieudonné arrivait et restait avec elle. Bibiche n'était jamais seule. Il y avait toujours quelqu'un là, prenant soin, surveillant, protégeant. Les mois ont passé. 3 mois, 4, 5, 6. Chaque échographie qui montrait le bébé bien en train de grandir était une joie immense. 7 mois. 8 mois. À ce stade, nous étions déjà plus tranquilles, mais encore avec le cœur serré. 9 mois. Et le 15 juillet 2002 est né Juvénal. J'étais dans la salle d'attente quand Dieudonné est sorti, avec les yeux rouges mais souriants. « Il est né, Maman Goma. Il est né, c'est un garçon. Et tout va bien. Il pleure, Bibiche va bien, tout s'est bien passé. » J'ai embrassé ce garçon et nous avons pleuré ensemble, de soulagement, de joie, de gratitude. Quand je suis entrée dans la chambre et que j'ai vu ma fille avec le bébé dans ses bras, quand j'ai vu ce petit visage en train de téter son sein, quand j'ai vu son sourire, plein de larmes mais plein de bonheur, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié d'avoir permis que cette famille se complète, que cet amour se renouvelle, que cette douleur laisse enfin place à la joie. Juvénal était un beau bébé, potelé, plein de santé. Il pleurait beaucoup, tétait bien, grandissait à vue d'œil. Bibiche était une mère dévouée, attentive, un peu surprotectrice même, mais après tout ce qu'elle avait traversé, c'était compréhensible. Elle ne le quittait pas des yeux. La moindre petite toux, elle appelait déjà le médecin. La moindre petite fièvre, elle courait déjà à l'hôpital. Mais petit à petit, elle s'est détendue. Elle a appris à faire confiance que tout allait bien. Dieudonné était un père gaga. Il rentrait du travail et allait directement prendre son fils. Il restait des heures avec le petit dans les bras, parlant avec lui, chantant pour lui, faisant des chatouilles sur son ventre juste pour le voir rire. Cette maison qui avait été si triste, si silencieuse, était maintenant pleine de vie, pleine de bruit, pleine d'amour. J'étais la grand-mère poule. Là, j'y allais presque tous les jours. J'apportais une petite chose pour mon petit-fils. Je restais des heures à le regarder, à le bercer, chantant les mêmes chansons que je chantais pour mes enfants quand ils étaient bébés. Makaya adorait aussi son petit-fils. Il arrivait en fin d'après-midi,
prenait le petit dans ses bras et restait à lui parler de football, de mécanique, de la vie, comme si le bébé pouvait comprendre quelque chose. C'était beau à voir. Les années ont passé. Juvénal grandissait fort et en bonne santé. C'était un garçon éveillé, plein d'énergie, curieux, qui passait son temps à poser des questions sur tout. « Grand-mère, pourquoi le ciel est bleu ? Grand-mère, pourquoi on doit dormir ? Grand-mère, où vont les gens quand ils meurent ?» Et je répondais comme je pouvais, avec la sagesse simple de quelqu'un qui a beaucoup vécu et appris dans la pratique. En 2005, Bibiche est tombée enceinte à nouveau. Cette fois, la grossesse a été plus tranquille. Elle était déjà plus confiante, plus détendue. Bien sûr, il y avait encore des précautions, elle allait encore chez le médecin régulièrement, mais il n'y avait plus cette terreur du début. Et en mars 2006 est née Cécile, une belle petite fille aux cheveux foncés et aux grands yeux qui ressemblaient à 2 boutons noirs. La famille était complète, un garçon et une fille. Bibiche et Dieudonné étaient comblés, heureux. Leur maison était toujours pleine de bruit, de jouets éparpillés, de rires d'enfants. C'était beau de voir cette famille qui avait failli se défaire maintenant si unie, si forte, si pleine d'amour. Mais la vie, mes chers, la vie a toujours ses rebondissements. En 2008, Makaya a commencé à se sentir mal. Au début, c'était de petites choses. Une plus grande fatigue, un essoufflement en montant la colline, une douleur dans la poitrine de temps en temps. Nous pensions que c'était juste l'âge, des choses de quelqu'un qui avait déjà tant travaillé dans sa vie. Mais quand je l'ai emmené chez le médecin et qu'ils ont fait les examens, le diagnostic a été comme un coup de poing dans l'estomac. Problème au cœur. Grave. Il avait besoin de traitements, de médicaments chers, de suivi constant. Makaya avait 69 ans à cette époque. J'avais 64 ans. Nous étions à l'âge de nous reposer, de profiter des petits-enfants, de vivre tranquillement après toute une vie de travail. Mais au lieu de ça, une nouvelle bataille a commencé. Il a dû arrêter de travailler. J'ai arrêté aussi, parce qu'il avait besoin de soins tout le temps. Nous vivions avec sa petite retraite, qui était une misère, et avec l'aide des enfants quand il pouvait donner. Les médicaments étaient chers, très chers. Il y avait des mois où nous dépensions plus en médicaments qu'en nourriture. Je faisais des miracles pour faire durer l'argent, j'achetais le strict nécessaire, je cuisinais avec ce que j'avais. Parfois, les enfants apportaient un petit sac de courses, disant qu'il leur restait des choses, mais je savais qu'ils prenaient sur leur propre subsistance pour nous aider. Makaya devenait de plus en plus faible. L'homme fort que j'avais connu, qui portait des charges, qui travaillait du lever au coucher du soleil, avait maintenant besoin d'aide pour se lever du lit. Il avait besoin d'aide pour se laver, pour s'habiller, pour manger. Et je m'occupais de lui avec tout l'amour du monde, mais c'était lourd. Physiquement lourd, émotionnellement lourd. Voir cet homme que j'aimais tant s'éteindre petit à petit, jour après jour, était une torture silencieuse. Bibiche m'aidait comme elle pouvait. Elle venait à la maison plusieurs fois par semaine, apportait de la nourriture prête, restait avec son père pendant que j'allais régler quelque chose dehors. Les autres enfants aidaient aussi, chacun dans sa limite. Mais la plus grande partie du poids tombait sur mes épaules. Je dormais peu, mangeais encore moins, vivais dans un état d'alerte constant. Et il y avait des jours, mes chers, il y avait des jours où je pensais que je n'allais pas tenir, que j'allais m'effondrer avec lui. En 2009, Makaya a eu une crise grave. Il a passé presque 1 mois à l'hôpital. Quand il est rentré à la maison, il était très affaibli. Il arrivait à peine à parler correctement, bougeait très peu, vivait à moitié endormi à cause des médicaments. Je m'occupais de lui 24 heures sur 24. Je me réveillais au milieu de la nuit pour donner les médicaments aux bonnes heures. Je le changeais quand c'était nécessaire. Je lui donnais à manger à la bouche, parce qu'il n'avait même pas la force de tenir la cuillère. C'était une période très difficile. Très difficile vraiment. J'étais épuisée, à bout, je fonctionnais en automatique. Tout mon corps me faisait mal. Mon dos me faisait mal à force de porter du poids. Mes mains me faisaient mal à force de laver le linge, de donner le bain, de faire les choses de la maison. Ma tête me faisait mal à force de m'inquiéter. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait pas moyen de s'arrêter. Cet homme était mon mari, le père de mes enfants, le compagnon de toute une vie. Il avait pris soin de moi tant de fois.
Maintenant, c'était mon tour de prendre soin de lui. Les nuits étaient les pires. Je dormais sur un matelas par terre à côté de son lit parce que je devais être prêt au cas où il aurait besoin de quelque chose. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit, vérifiant s'il respirait bien, s'il n'avait pas de fièvre, s'il n'allait pas mal. Il y avait des nuits où il gémissait de douleur, et je tenais sa main, je caressais son visage, je chantais doucement les chansons qu'il aimait, essayant de le calmer. Pendant la journée, quand il dormait un peu, j'en profitais pour faire les choses de la maison. Laver le linge, cuisiner, nettoyer. Mais je faisais tout en courant, toujours l'oreille attentive, parce qu'à tout moment, il pouvait m'appeler. Et quand il appelait, avec cette petite voix faible qui me brisait le cœur, je laissais tout et j'accourais. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as mal? Tu veux de l'eau? Tu veux que j'arrange l'oreiller ?» Les enfants voulaient que je le place dans un hospice ou que j'engage quelqu'un pour m'aider à m'occuper de lui. Mais je n'acceptais pas. Je n'allais pas mettre mon mari dans un hospice pour mourir loin de moi, loin de la famille. Et je n'avais pas d'argent pour payer quelqu'un pour aider. Alors j'ai continué, jour après jour, faisant ce qui devait être fait, même quand je pensais ne plus avoir de force. Makaya avait des moments de lucidité, où il me reconnaissait, parlait avec moi, me remerciait pour les soins. Dans ces moments, il tenait ma main et disait « Ngoma, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Merci d'être resté avec moi toutes ces années. Merci d'être avec moi maintenant. » Et je pleurais parce que je savais que ces moments étaient rares, précieux, peut-être les derniers. C'était un de ces jours difficiles, un jeudi de mars 2010, que tout a changé. C'était tôt le matin, il devait être environ 9 heures. Je venais de donner le bain à Makaya, de le changer, de donner les médicaments. J'étais assise dans la cuisine, buvant un café réchauffé, avec tout le corps douloureux de fatigue, quand le téléphone a sonné. C'était Dieudonné. Et à sa voix, à la manière dont il parlait, j'ai su que quelque chose se passait. « Maman Ngoma, vous pouvez venir chez nous? Maintenant? C'est important ?» Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bibiche va bien? Les enfants? Tout le monde va bien, Maman Ngoma. Mais j'ai besoin de vous parler. En personne. C'est urgent. Je ne comprenais rien. Si tout le monde allait bien, qu'est-ce qui était si urgent? J'ai demandé à la voisine, Mama Carlotta, de surveiller Makaya pendant un moment. J'ai expliqué que je devais sortir, que je ne serais pas longue. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle resterait là. J'ai pris mon sac, j'ai fermé la porte à clé et je suis sortie. Le chemin jusqu'à la maison de Bibiche a semblé plus long que jamais. Ma tête tournait à 1000 à l'heure. Qu'est-ce qui avait pu se passer? Pourquoi Dieudonné avait appelé de cette manière? Pourquoi Bibiche n'avait pas appelé? Est-ce qu'ils s'étaient disputés? Est-ce qu'il était arrivé quelque chose aux enfants? Mais il avait dit que tout le monde allait bien. Alors quoi? Je suis arrivée chez eux le cœur battant fort. J'ai frappé à la porte et Dieudonné a ouvert immédiatement comme s'il attendait de l'autre côté. Son visage était sérieux, tendu. « Entrez, Maman Ngoma. Bibiche est au salon. » Je suis entrée. Bibiche était assise sur le canapé, avec le visage rouge, les yeux gonflés. Elle avait pleuré. Beaucoup pleuré. Les enfants n'étaient pas là. Ils devaient être à l'école ou chez l'autre grand-mère. Je me suis assise sur une chaise, les jambes tremblantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Dieudonné a regardé Bibiche. Elle l'a regardé, et les deux semblaient ne pas savoir par où commencer. C'est Bibiche qui a parlé en premier, avec la voix nouée. « Maman, nous devons vous parler de quelque chose d'important. Parle, ma fille, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a respiré profondément, essuyé les larmes qui insistaient pour tomber, et a commencé. « Maman, vous savez qu'on aime nos enfants, n'est-ce pas? Juvénal et Cécile sont notre vie. Mais nous voulions avoir un autre enfant. Nous avons toujours voulu avoir une famille plus grande, une maison pleine d'enfants. » J'ai hoché la tête, sans encore comprendre où cela menait. « Oui, ma fille. Et il y a un problème avec ça? Vous êtes encore jeune, vous avez la santé. »« C'est que ce n'est pas si simple, maman. » Elle a continué, et sa voix est devenue encore plus tremblante. « Nous essayons depuis plus d'un an, maman, et rien,
Chaque mois j'attends, et chaque mois les règles arrivent, et c'est comme si quelqu'un plantait un couteau dans ma poitrine. Mon cœur s'est serré. Ma fille souffrait à nouveau, et je ne le savais même pas. Ma fille, mais parfois ça prend du temps. Avec Juvénal aussi, ça a pris du temps. Je suis allée chez le médecin, maman. Elle m'a interrompue et a recommencé à pleurer. J'ai fait des examens. Et le médecin a dit que je peux tomber enceinte, mais les chances sont très faibles. À cause de ce qui s'est passé avant, à cause de la perte, mon utérus a gardé des séquelles. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Je me suis levée de la chaise et je suis allée embrasser ma fille. Elle a pleuré sur mon épaule, ces pleurs désespérés de quelqu'un qui garde une douleur depuis longtemps. Le médecin a suggéré un traitement, a dit Dieudonné, qui était resté debout tout ce temps. Un traitement qui peut augmenter ses chances de tomber enceinte. Mais c'est cher, Maman Goma, très cher. Combien ? J'ai demandé, imaginant déjà que ce serait un montant élevé. 3 millions de francs CFA, il a dit, et j'ai vu la frustration sur son visage. Nous avons économisé. Nous avons coupé tout ce qui n'était pas essentiel. Nous avons arrêté de sortir, d'acheter quoi que ce soit qui ne soit pas de première nécessité. Nous avons réussi à réunir 1 200 000 jusqu'à maintenant. Mais il en manque 1 800 000, et le médecin a dit qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Plus le temps passe, plus les chances diminuent. J'ai regardé tous les deux, ma fille détruite, mon gendre désespéré, et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux parce que je ne pouvais pas aider. Moi qui avais à peine l'argent pour acheter les médicaments de Makaya, qui faisait de l'acrobatie pour payer les factures, qui dépendait de l'aide des enfants pour survivre. Que pouvais-je faire ? Ma fille, mon gendre, je voudrais tant pouvoir vous aider. Mais vous connaissez la situation à la maison. Avec ton père malade, les médicaments chers, je n'ai pas cet argent. Je n'ai même pas la moitié de ça. Nous savons, maman, a dit Bibiche, s'éloignant de mon étreinte et s'essuyant le visage. Nous ne demandons pas d'argent. Nous n'allions même pas vous le dire, parce que nous ne voulions pas inquiéter une personne de plus. Mais j'avais besoin de me confier à quelqu'un. J'avais besoin de partager cette douleur avec quelqu'un qui me comprendrait. Nous avons parlé pendant des heures. Ils m'ont raconté en détail les tentatives frustrées, les tests de grossesse négatifs mois après mois, l'espoir qui mourait un petit peu à chaque déception. Bibiche a parlé de comment elle se sentait incomplète, de comment elle se culpabilisait de ne pas réussir à donner plus d'enfants à son mari. Dieudonné a dit que ce n'était pas sa faute, qu'il l'aimait comme elle était, mais qu'il rêvait vraiment d'avoir une famille plus grande, avec plus d'enfants remplissant la maison de vie. La famille de Dieudonné ne comprend pas, a dit Bibiche. Ils pensent qu'on devrait se contenter des 2 enfants qu'on a déjà. Ils disent qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un enfant, qu'on devrait être reconnaissant pour ce qu'on a. Et nous sommes reconnaissants, maman. Nous aimons Juvénal et Cécile plus que tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir plus. Ça ne veut pas dire que ce désir n'est pas légitime. J'étais d'accord avec elle. Bien sûr que c'était légitime. Chaque couple sait la taille de famille qu'il veut et personne n'a le droit de juger ça. Et il y a autre chose, maman, elle a continué, séchant les larmes qui n'arrêtèrent pas de couler. Le médecin a dit que si nous ne faisons pas vite ce traitement, avec le temps, les chances vont devenir encore plus faibles. J'ai déjà 39 ans. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je suis rentrée à la maison le cœur lourd. J'ai passé le reste de la journée à penser à ça, voyant ma fille souffrir à nouveau, voyant ce beau couple traverser une nouvelle épreuve. Cette nuit-là, allongée sur le matelas par terre à côté du lit de Makaya, je n'ai pas pu dormir. Je retournais tout dans ma tête, essayant de penser à une solution, à un moyen d'aider, mais je ne trouvais rien. Dans les jours suivants, l'état de Makaya s'est aggravé. Il a eu une autre crise, plus forte que les précédentes. Les médecins ont dit que la fin était proche. Ce n'était pas une question d'années. C'était une question de mois, peut-être de semaines. La nouvelle m'a détruite, mes chers. 46 ans mariée avec cet homme. 46 ans à partager la vie, le lit, les rêves, les problèmes, les joies, les tristesses. Et maintenant, j'allais devoir lui dire adieu. J'ai appelé tous les enfants et je leur ai dit. Gaston est venu immédiatement. La première Bibiche aussi. Thérèse a tout laissé au travail et est venue.
Bibiche est arrivé les yeux rouges, a embrassé son père dans le lit et est resté à pleurer la tête sur sa poitrine. « Papa, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne pars pas. » Mais nous savions que c'était inévitable. Son corps était fatigué, très fatigué. Il avait tant lutté, supporté tant de douleurs, mais maintenant, il n'en pouvait plus. Les enfants ont commencé à se relayer pour rester à la maison, pour que je ne sois pas seule à m'occuper de lui. Tous les jours, il y en avait au moins un, m'aidant, tenant compagnie à son père, partageant le poids avec moi. Makaya a eu des jours meilleurs et des jours pires. Les bons jours, il parlait un peu, reconnaissait tout le monde, souriait quand les petits-enfants vinrent le voir. Les mauvais jours, il restait presque tout le temps à dormir, gémissant de douleur de temps en temps. Et je restais là, à côté de lui, tenant sa main, priant pour qu'il ne souffre pas trop. C'était une de ces nuits, une aube de mai 2010, qu'il s'est réveillé. Il était environ 3 heures du matin. Je dormais sur le matelas à côté quand je l'ai entendu m'appeler. « Ngoma !» La voix était faible, mais claire. Je me suis levée immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as mal ?»« Non, » il a dit, et m'a fait signe de m'asseoir au bord du lit. Je me suis assise. Il a tenu ma main, l'a serrée avec une force que je ne savais pas qu'il avait encore, et m'a regardé dans les yeux. « Ngoma, tu as été la meilleure épouse qu'un homme pouvait avoir. Merci, merci pour tout. D'être resté avec moi toutes ces années, d'avoir élevé nos enfants avec tant d'amour, de t'occuper de moi maintenant. » J'ai commencé à pleurer. « Ne parle pas comme ça, Makaya. Tu vas aller bien. On aura encore beaucoup de temps ensemble. »« Non, mon amour, » il a dit, et il y avait une paix sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. « On sait que mon temps se termine, et c'est bon. » J'ai vécu une bonne vie. J'ai beaucoup travaillé, c'est vrai, mais j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai élevé mes enfants. J'ai eu une épouse merveilleuse. J'ai connu mes petits-enfants. Je n'ai pas à me plaindre. « Ne parle pas comme ça, » j'ai supplié, pleurant encore plus. « S'il te plaît, ne parle pas comme ça. »« Écoute, » il a dit, serrant plus ma main. J'ai mis de l'argent de côté. « Il est dans le tiroir de ma commode, dans cette vieille boîte à chaussures dont tu te plains toujours que je ne jette pas. C'est pour toi, pour ce dont tu auras besoin. Promets que tu l'utiliseras. »« Quel argent? De quoi tu parles? »« Promets. » Il a insisté. « Je promets, » j'ai dit, même sans comprendre. Il a souri, un sourire fatigué, mais tranquille, et a fermé les yeux. Il s'est rendormi. Et je suis restée là, tenant sa main, essayant de comprendre cette conversation. De quel argent parlait-il? Comment avait-il mis de l'argent de côté si nous avions à peine de quoi manger? Je suis restée avec cette conversation dans la tête toute la journée. Quel argent était-ce? Mais je n'ai pas eu le courage d'aller fouiller dans son tiroir pendant qu'il était vivant, ça semblait mal. Dans les jours suivants, Makaya s'est aggravé graduellement. Il mangeait de moins en moins, dormait de plus en plus, s'éteignait comme une bougie qui arrive à sa fin. Nous nous relayions pour rester avec lui, chaque enfant passant du temps là, parlant avec lui-même quand il ne répondait pas, juste pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. C'était un matin de mai, un samedi ensoleillé de ceux où même les oiseaux chantent différemment, qu'il est parti. J'étais assise sur la chaise à côté de son lit, tricotant une petite couverture pour Juvénal, quand je l'ai regardé et j'ai remarqué que quelque chose était différent. Sa poitrine ne montait et ne descendait plus. Sa main était froide dans la mienne. Je suis restée là immobile pendant un moment, sans pouvoir bouger, tenant juste cette main froide et regardant son visage, qui était tranquille, en paix. Quand j'ai finalement réussi à me lever et appeler les enfants, quand le médecin est venu et a confirmé, quand la maison s'est remplie de gens, de pleurs, d'étreintes, je n'arrivais toujours pas à réaliser. 46 ans, mes chers. 46 ans aux côtés de cet homme. La moitié de ma vie, plus que la moitié. Et maintenant, il était parti, m'avait laissé ici seul. La veillée funèbre a eu lieu à la maison même. Ils ont mis le cercueil au salon et la maison était pleine de monde tout le temps. Voisins, amis, parents éloignés, des gens que je ne savais même pas que Makaya connaissait. Tous venaient présenter leurs condoléances, dire quel homme bon il était, comment il avait aidé un tel à cette époque, comment il avait prêté de l'argent à un tel quand il était dans le besoin.
Je restais là, assise, recevant tout le monde, écoutant les histoires, et chaque histoire était un coup de poignard au cœur. Les enfants étaient détruits. Gaston, qui avait toujours été plus réservé, pleurait caché dans la cour. La première Bibiche essayait de rester forte pour s'occuper de tout le monde, mais je voyais ses yeux rouges. Thérèse ne s'arrêtait pas de pleurer. Et Bibiche, ma petite Bibiche, était collée à moi tout le temps, comme si elle était redevenue enfant et que j'étais la seule chose sûre au monde. L'enterrement a eu lieu le dimanche matin. Il y avait tellement de monde au cimetière qu'on pouvait à peine marcher. Le prêtre a dit de belles paroles sur la vie, sur la mort, sur comment Makaya se reposait maintenant, libre de douleur. Mais ces paroles ne consolaient rien. Quand ils ont descendu le cercueil, quand ils ont jeté la première pelletée de terre dessus, quand j'ai entendu ce son de terre frappant le bois, quelque chose en moi s'est brisé. Mes jambes ont lâché et Gaston a dû me retenir. Je suis rentrée à la maison vide. Vide de gens, parce que les enfants étaient partis après m'avoir laissée ici et s'être assurés que j'allais bien. Mais surtout vide de lui. Toute la maison criait son absence. La chaise où il s'asseyait, le lit où il dormait, ses vieilles sandales encore abandonnées dans le coin de la chambre, son chapeau accroché au clou derrière la porte. Chaque chose était un souvenir, chaque souvenir était une douleur. J'ai passé les premiers jours comme un zombie. Je me levais parce qu'il fallait se lever. Je mangeais parce que les enfants apportèrent de la nourriture et restaient à me regarder jusqu'à ce que je mange. Je dormais parce que le corps ne supportait plus de rester éveillé. Mais je ne vivais pas. J'existais juste, passant les jours, attendant je ne sais trop quoi. Bibiche venait tous les jours. Elle amenait les enfants, remplissait la maison de bruit pour chasser le silence. Juvénal, qui avait 8 ans, était un amour. Il montait sur mes genoux, caressait mon visage, disait « Grand-mère, grand-père est au ciel maintenant. Il va bien là-bas, sans rien qui lui fasse mal. » Et Cécile, avec ses 4 petites années, m'embrassait et disait « Ne pleure pas, grand-mère, je t'aime. » Et j'essayais de leur sourire, j'essayais d'être forte, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. C'était un mardi après-midi, environ 15 jours après l'enterrement, que je me suis souvenue de la conversation de cette aube. L'argent que Makaya avait dit avoir mis de côté. Je suis allée dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir de sa commode, et la vieille boîte à chaussures était là. Cette boîte dont je me plaignais toujours qu'il ne jetait pas, qui ne faisait qu'occuper de l'espace. J'ai pris la boîte avec les mains tremblantes et je me suis assise sur le lit. À l'intérieur, il y avait une enveloppe épaisse. Je l'ai ouverte. Il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent, mes chers. Des billets de 5 000, de 10 000 francs, CFA, tout bien organisé, attaché avec un élastique. J'ai compté une fois. J'ai recompté. J'ai compté une 3e fois, ne croyant pas ce que je voyais. C'était 2 400 000 francs, CFA. 2 400 000 francs dont je ne savais pas qu'ils existaient. Avec l'argent, il y avait un petit mot, écrit avec son écriture tremblante, difficile à lire, mais j'ai réussi à déchiffrer. Pour ce dont tu auras besoin. Achète quelque chose pour toi, toi qui n'as jamais rien acheté pour toi, ou aide les enfants, s'ils ont besoin, ou garde pour les urgences. Mais ne cesse pas de vivre. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Makaya. J'ai tenu ce mot contre ma poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais gardé, tout ce que je n'avais pas laissé sortir. J'ai pleuré de nostalgie, d'amour, de gratitude. Cet homme, même malade, même avec tant de problèmes, même dans les derniers mois de sa vie, avait pensé à moi, s'était inquiété pour moi, avait mis cet argent de côté, sou par sou, je ne sais comment, je ne sais d'où, pour me laisser protéger quand il partirait. Je suis restée avec cet argent dans la main, sans savoir quoi faire. C'était 2 400 000 francs CFA. Plus d'argent que je n'en avais vu ensemble de toute ma vie. Je pouvais l'utiliser pour rénover la maison, qui tombait en ruine. Je pouvais le garder pour une urgence. Je pouvais le partager entre les enfants. Mais alors je me suis souvenue de Bibiche, de son rêve d'avoir un autre enfant, du 1 800 000 francs qui manquait pour le traitement. J'ai pensé à ça pendant des jours. Makaya avait dit de l'utiliser pour ce dont j'aurais besoin, ou pour aider les enfants s'ils en avaient besoin.
et Bibiche en avait besoin. Elle souffrait, elle avait le cœur brisé de ne pas réussir à réaliser ce rêve. Mais en même temps, cet argent était tout ce que j'avais. Si je le dépensais pour son traitement, j'allais rester sans rien. Et s'il m'arrivait une urgence? Si je tombais malade? Si j'avais besoin de quelque chose? Mais plus j'y pensais, plus je savais ce que je devais faire. L'argent n'allait pas ramener Makaya, n'allait pas soulager ma douleur, mais il pouvait apporter du bonheur à ma fille, pouvait réaliser son rêve, pouvait faire en sorte que cet argent que Makaya avait mis de côté avec tant de sacrifices ait un beau but, une signification plus grande. Un jeudi après-midi, j'ai pris l'enveloppe avec l'argent et je suis allée chez Bibiche. Elle était seule, les enfants étaient à l'école et Dieudonné au travail. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue, elle a souri. « Bonjour maman, quelle bonne surprise. Entre, entre, je vais faire du café. » Nous sommes entrés, nous nous sommes assises dans la cuisine. Elle a fait du café, a mis des biscuits dans une assiette, parlait de choses du quotidien. Comment les enfants allaient à l'école, comment Dieudonné avait eu une petite promotion au travail, comment elle pensait reprendre le travail maintenant que Cécile était plus grande. Des conversations normales, quotidiennes. Quand elle a fini son café, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Elle l'a regardée, puis m'a regardée sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Ouvre, j'ai dit. » Elle a ouvert. Elle a sorti l'argent. Ses yeux devenaient de plus en plus grands. « Maman, c'est combien ?»« 2 400 000 francs, j'ai dit. Ton père avait mis ça de côté. Il me l'a laissé avant de mourir, et je veux que tu l'utilises pour le traitement. »« Quoi ?» Elle s'est levée de la chaise, repoussant l'enveloppe vers moi. « Non, maman, non, cet argent est à vous. Papa a mis ça de côté pour vous. Je ne peux pas accepter. »« Tu peux, » j'ai dit, repoussant l'enveloppe vers elle. « Et tu vas accepter. Ton père a dit de l'utiliser pour ce dont j'aurais besoin, ou pour aider les enfants s'ils en avaient besoin, et tu en as besoin, ma fille. Toi et Dieudonné en avez besoin. »« Mais maman, c'est 2 400 000 francs, c'est beaucoup d'argent, et si vous en avez besoin, si vous tombez malade, s'il arrive quelque chose. »« Alors mes enfants vont m'aider, de la même manière que je t'aide maintenant, » j'ai dit, et j'ai tenu ses mains. « Ma fille, cet argent qui reste dans mon tiroir ne va rien faire d'autre que prendre la poussière. Je suis vieille, je n'ai pas besoin de beaucoup. Mais toi et Dieudonné, vous êtes jeunes, vous avez toute la vie devant vous, vous avez le rêve d'agrandir la famille. Laisse-moi vous aider à réaliser ce rêve. » Elle a commencé à pleurer. De grosses larmes coulant sur son visage, tout le corps tremblant. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire, » j'ai dit en l'embrassant. « Accepte juste. Et promets-moi que quand ce bébé naîtra, tu lui raconteras le grand-père qu'il n'a jamais connu, mais qui d'une certaine manière l'a aidé à venir au monde. » Elle a beaucoup pleuré ce jour-là. Et j'ai pleuré avec elle. Nous avons pleuré de tristesse pour la perte de Makaya. Nous avons pleuré de gratitude pour cet argent qu'il avait laissé. Nous avons pleuré d'espoir pour l'avenir qui allait venir. Quand Dieudonné est rentré du travail et que Bibiche lui a raconté, il a pleuré aussi. Cet homme grand, fort, a pleuré comme un enfant devant moi, m'a embrassé, m'a remercié d'une manière qui m'émeut encore aujourd'hui quand je m'en souviens. « Maman Goma », il a dit, avec la voix nouée. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous nous donnez la chance de réaliser notre rêve. Je promets que je vais bien m'occuper de Bibiche, du bébé et de vous aussi. Vous ne serez jamais abandonnés tant que je serai vivant. » Le lendemain, ils sont allés chez le médecin. Ils ont programmé le traitement. Ils avaient le 1 200 000 qu'ils avaient déjà économisé, plus les 2 400 000 que j'ai donnés, ça faisait 3 600 000. Il en restait même un peu. Le médecin a expliqué toute la procédure, a dit qu'il n'y avait pas de garantie que ça allait marcher, mais que les chances étaient bonnes. Bibiche était nerveuse, mais pleine d'espoir. Le traitement a commencé en juin 2010. Je venais d'avoir 66 ans. Bibiche devait aller à la clinique plusieurs fois par semaine pour prendre des injections, faire des examens, un suivi. J'y allais avec elle chaque fois que je pouvais. Je restais dans la salle d'attente pendant qu'elle faisait les procédures, et quand elle sortait, je prenais sa main et nous rentrions ensemble.
C'étaient des mois d'attente, d'espoir, de peur aussi. Il y a eu des moments où on aurait dit que ça n'allait pas marcher. Il y a eu des moments où Bibiche s'est découragée, voulait abandonner. « Maman, ça fait trop mal. Je suis fatiguée de prendre des injections, de faire des examens, d'avoir de l'espoir et d'être déçue. » Mais je tenais fermement sa main et je disais « Encore un peu, ma fille, juste encore un peu. On est déjà arrivé si loin. » Et finalement, en septembre, 3 mois après avoir commencé le traitement, Bibiche est arrivée chez moi en courant, avec un papier dans la main, pleurant et riant en même temps. « Maman, maman, c'est positif, je suis enceinte, ça a marché, maman, le traitement a marché. » J'ai cru que mon cœur allait sortir par ma bouche tellement j'étais émue. J'ai embrassé ma fille et nous sommes restés là, sautant et pleurant au milieu du salon, riant comme deux folles. Dieudonné est arrivé juste après. Il avait quitté le travail en courant quand elle l'avait appelé. Tous les trois, nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré, nous avons remercié Dieu, nous avons remercié Makaya là-haut au ciel, nous avons remercié tout et tout le monde. Mais le bonheur a duré peu de temps. Parce que dès les premiers jours, Bibiche a recommencé à saigner. Ce cauchemar encore. Les courses à l'hôpital, la peur, le désespoir. Mais cette fois, les médecins ont réussi à contrôler. Ils lui ont dit de faire un repos absolu, de prendre des médicaments très forts, et ont dit qu'elle devait rester le plus tranquille possible. Bibiche a quitté son travail. Elle est restée à la maison, au lit, la plupart du temps. J'y allais tous les jours, je m'occupais d'elle, je faisais la cuisine, je nettoyais la maison. La première Bibiche et Thérèse aidaient aussi, chacune à son tour. Ses enfants restaient à l'école, et quand ils rentraient, ils allaient chez l'autre grand-mère pour ne pas faire de bruit, pour ne pas agiter leur mère. Ils ne venaient à la voir qu'une petite heure par jour, et même là, ils devaient rester calmes. C'étaient des mois très tendus. À chaque échographie, le cœur était serré. Est-ce que le bébé allait bien? Est-ce qu'il avait grandi? Est-ce que le cœur battait? Et chaque fois que le médecin disait oui, que tout allait bien, nous respirions soulagés. 1 semaine de plus, 1 mois de plus, une étape de plus franchie. La grossesse avançait. 3 mois, 4, 5, 6. Le ventre de Bibiche grandissait, et avec lui grandissait notre espoir. 7 mois, 8. À ce stade, nous étions déjà plus confiantes, mais encore prudentes. 9 mois. Et finalement, un jour de juin 2011, Bibiche a commencé à avoir des contractions. Nous sommes tous allés à l'hôpital. Moi, Dieudonné, Gaston, la première Bibiche, Thérèse. Nous sommes restés dans la salle d'attente, nerveux, anxieux, priants. L'accouchement a duré des heures d'attente angoissante, marchant d'un côté à l'autre, buvant du café réchauffé de la machine, essayant de parler de n'importe quoi pour passer le temps. Jusqu'à ce que finalement, Dieudonné sorte de la salle d'accouchement. Son visage était mouillé de larmes, mais il souriait. Il souriait d'une manière que je ne l'avais jamais vu sourire. « Elle est née! Elle est née! C'est une fille, une belle fille, parfaite! Et Bibiche va bien, tout va bien! » Nous avons tous commencé à pleurer et rire en même temps. Nous nous sommes embrassés, nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons célébré. Quand ils nous ont laissés entrer dans la chambre, Bibiche était allongée, fatiguée mais rayonnante, avec un petit bébé dans ses bras. Un tout petit bébé, aux cheveux foncés, aux petits yeux serrés. Parfait. « Maman, » Bibiche a dit quand elle m'a vue, « je veux que vous fassiez la connaissance de Masengo. » Je lui ai donné le nom de grand-mère, et son deuxième prénom est Makaya, en hommage au grand-père. J'ai pris cette petite créature dans mes bras et je me suis effondrée en pleurs. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer. J'ai pleuré de bonheur, de soulagement, de gratitude. Ce bébé, cette petite créature parfaite, était là grâce à l'argent que Makaya avait mis de côté, grâce à son amour, grâce à son sacrifice. C'était comme s'il avait laissé un morceau de lui ici, une continuation de sa vie. « Bonjour, Masengo », je lui ai murmuré, passant doucement mon doigt sur son petit visage. « Ta grand-mère est là, et ton grand-père aussi, là-haut, qui veille sur toi. » Les mois suivants ont été de pure joie. Bibiche s'est bien remise de l'accouchement. Masengo était un bébé en bonne santé, forte, qui tétait bien et grandissait à vue d'œil. Leur maison était toujours pleine de monde.
Les 2 enfants aînés adoraient leur petite sœur. Juvénal, qui avait déjà 9 ans, restait des heures à la regarder, faisant des grimaces pour la voir rire. Cécile, avec ses 5 ans, voulait aider en tout, voulait changer la couche, donner le bain, donner le biberon. J'y allais presque tous les jours. J'aidais comme je pouvais, je gardais Massango pour que Bibiche se repose, je faisais la cuisine pour Dieudonné. Et chaque fois que je prenais ce bébé dans mes bras, chaque fois que je la regardais, je sentais Makaya là avec moi. Je sentais qu'il était heureux là-haut, voyant que l'argent qu'il avait mis de côté avec tant de sacrifices avait servi à apporter une nouvelle vie au monde. Mais attendez, mes chers, parce que l'histoire ne se termine pas là. Il y a encore une chose que je dois raconter, et c'est la partie qui m'émeut encore aujourd'hui, quand je m'en souviens. C'était un jour de mars 2012, presque 2 ans après la mort de Makaya. Massengo avait déjà environ 9 mois, marchait à 4 pattes dans la maison, commençait à dire ses premiers mots. J'étais là chez Bibiche, comme toujours, aidant avec les enfants. Bibiche avait repris le travail à mi-temps, alors je restais là le matin m'occupant de Massengo pendant que les autres enfants étaient à l'école. C'était un matin normal, tranquille. J'étais en train de donner à manger à Massengo quand le téléphone a sonné. Bibiche a répondu. Elle est restée un moment à parler, faisant ses expressions de surprise, de curiosité. Quand elle a raccroché, elle est venue dans la cuisine avec un sourire. « Maman, c'était la banque. Le directeur veut nous parler. Il a dit qu'il y a quelque chose d'important au sujet du compte de papa. »« Quel compte ?» j'ai demandé, confuse. « Ton père n'avait pas de compte en banque. » C'est ça. J'ai aussi trouvé ça bizarre. Mais il a insisté qu'il fallait qu'il nous parle à moi et à vous. Il a demandé qu'on y aille aujourd'hui, si on peut. Nous étions curieuses. Quelle histoire était-ce? Nous avons laissé Massengo avec une voisine et nous sommes allés à la banque. C'était une petite banque, dans une agence simple du quartier. Le directeur, un monsieur d'âge moyen avec des lunettes, nous a reçus dans son petit bureau. « Maman Ngoma ?» il a demandé, me regardant. J'ai hoché la tête. « Et vous êtes sa fille ?» il a demandé à Bibiche. Elle a aussi hoché la tête. « Alors, je vous contacte parce que nous avons identifié un compte au nom de monsieur Makaya, qui selon nos registres est décédé en mai 2010. Nous faisons l'inventaire du compte et nous devons régulariser la situation avec les héritiers. »« Mais mon mari n'avait pas de compte en banque, » j'ai dit, encore confuse. « Si, madame, un compte d'épargne. Petit, mais il existe. Il l'a ouvert en 1995 et faisait des dépôts réguliers de petits montants, 2000 francs ici, 5000 là. Le compte a été oublié après son décès, mais comme nous avons son numéro d'identification, nous avons réussi à localiser la famille. Il a travaillé sur l'ordinateur, imprimé des papiers, nous les a montrés. Il y avait vraiment un compte au nom de Makaya. Et il y avait de l'argent dedans. Pas beaucoup, mais il y en avait. Environ 240 000 francs, avec les intérêts qui s'étaient accumulés au fil des années. Je regardais ces papiers sans y croire. Makaya avait ouvert un compte, avait mis de l'argent de côté pendant des années, sans rien me dire. En plus des 2 400 000 que j'avais trouvés à la maison, il avait encore ces 240 000 à la banque. Comment? Comment avait-il réussi à mettre tout ça de côté avec le peu que nous gagnions? Il y avait encore une chose, a dit le directeur, sortant un autre papier. Il a laissé une lettre. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, cette lettre devrait être remise à son épouse. Elle est ici depuis 2 ans à attendre. Il m'a donné une enveloppe jaunâtre. Ma main a tremblé en la prenant. C'était l'écriture de Makaya, écrit à l'extérieur, pour Mangoma. J'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite avec son écriture tremblante, difficile à lire, mais j'ai réussi. Ma chère Ngoma, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie. J'espère que tu ne seras pas trop triste. J'ai vécu une bonne vie à tes côtés. Tu as été la meilleure épouse qu'un homme pouvait avoir. Cet argent ici est peu, je sais. Il ne va pas te rendre riche, mais c'est ce que j'ai réussi à mettre de côté pendant toutes ces années. Chaque franc qui restait de mon salaire, chaque petit travail extra que je faisais, chaque heure supplémentaire que je travaillais, je mettais un petit peu de côté. Pour toi, pour notre avenir, pour une urgence
Utilise-le pour ce dont tu auras besoin. Achète quelque chose pour toi, toi qui as toujours tout donné aux autres et n'as jamais rien acheté pour toi. Ou aide les enfants s'ils en ont besoin. Ou garde-le pour quand tu seras vieille et auras besoin de soins. C'est toi qui décides. Ne sois juste pas triste. Ne pleure pas pour moi. Je serai là-haut à veiller sur toi, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Et quand ton heure viendra, je t'attendrai. Là, nous aurons toute l'éternité ensemble. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis ce jour sur la place quand nous avons dansé pour la première fois. Tu as été l'amour de ma vie. La seule. La meilleure partie de tout ce que j'ai vécu. Ton Makaya. Je n'ai pas réussi à finir de lire à voix haute. Ma voix s'est nouée, les larmes ont commencé à couler, et tout est devenu flou. Bibiche a pris la lettre de mes mains et a fini de lire, pleurant aussi. Le directeur, le pauvre, ne savait plus où se mettre, a offert de l'eau, des mouchoirs, a dit que nous pouvions rester là le temps nécessaire. Nous sommes restés dans ce petit bureau à pleurer pendant un bon moment, pleurant et riant en même temps, parce qu'il était impossible de ne pas être ému par ces mots. Makaya, cet homme simple, qui savait à peine bien écrire, qui avait travaillé toute sa vie du lever au coucher du soleil, avait mis de l'argent de côté pendant des années, avait pensé à moi, à notre avenir, à notre famille. Même sans avoir beaucoup, il avait pris sur le peu pour mettre de côté. Et il avait laissé cette lettre, pleine de fautes de français, mais pleine d'amour. Quand nous sommes sortis de la banque, nous avons marché un peu dans les rues sans but, juste marchant, essayant de digérer tout ça. Bibiche tenait ma main, et de temps en temps elle la serrait, comme si elle voulait s'assurer que j'étais là, que tout ça était réel. « Maman », elle a dit après un moment, « Papa était un homme incroyable, je l'ai toujours su, mais maintenant je comprends vraiment. Il vous aimait trop, il nous aimait tous. » Oui, c'est tout ce que j'ai pu dire, parce que si j'essayais de parler plus, j'allais m'effondrer de nouveau. Cet argent, ces 240 000 francs, je les ai partagés entre les 4 enfants. 60 000 pour chacun. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était ce que leur père avait laissé avec tant d'amour. Ils ont été émus, chacun l'a gardé comme souvenir, comme symbole de l'amour de leur père. Et vous savez ce qui m'a le plus ému dans tout ça, mes chers? C'était de réaliser que Makaya avait commencé à mettre cet argent de côté en 1995, 15 ans avant de mourir. Quand il était encore en bonne santé, quand il travaillait encore normalement, quand nous avions encore beaucoup d'années devant nous. Il pensait déjà à l'avenir, il se préparait déjà à me laisser protéger quand il ne serait plus là. Quel homme, mon Dieu! Quel homme merveilleux! Les années ont passé. Masango a grandi, devenant une belle enfant, éveillée, pleine de vie. Les autres enfants de Bibiche ont aussi grandi. Juvénal est devenu un jeune homme responsable. Cécile, une jeune fille studieuse. Leur famille était belle, unie, pleine d'amour. J'ai vieilli, comme c'est naturel. Aujourd'hui, j'ai 81 ans. Mon corps n'est plus le même. J'ai mes douleurs, mes limitations. Mais j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petite-fille. J'ai une vie pleine, riche d'expériences, de souvenirs, d'amour. Parfois, quand je suis seule à la maison, je prends cette lettre de Makaya et je la relis. Je connais déjà par cœur chaque mot, chaque virgule mal placée, chaque faute d'écriture. Mais je la relis quand même, parce que chaque fois que je lis, je le sens là, avec moi. Je sens son amour, sa présence, son attention. Et quand je prends Masengo dans mes bras, quand je regarde cette fille de 11 ans pleine de vie, pleine de rêves, je pense, cet enfant existe à cause de l'amour. À cause de l'amour de Makaya, qui a mis cet argent de côté. À cause de mon amour pour Bibiche, qui m'a fait transmettre cet argent. À cause de l'amour de Bibiche et Dieudonné, qui n'ont jamais abandonné leurs rêves. Alors quand Dieudonné est arrivé chez moi cet après-midi de mars 2010, avec le visage pâle, et a dit « Ouvre plus grand », il parlait de l'espoir. Quand il a dit ça, il me demandait d'ouvrir plus mon cœur, de comprendre leurs douleurs, de les aider d'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai répondu « Ça ne va pas rentrer », je parlais de ma douleur,
de ma propre difficulté à gérer un problème de plus, quand j'arrivais à peine à gérer la maladie de Makaya. Mais à la fin, mes chers, à la fin l'amour rentre toujours. Il y a toujours de la place. Aussi plein que soit le cœur, il y a toujours un petit coin pour plus d'amour. Et c'est ça que j'ai appris avec tout ça. Que l'amour se multiplie, ne se divise pas. Que quand on donne de l'amour, on le reçoit en retour multiplié. Makaya m'a donné de l'amour pendant 46 ans. M'a donné de la sécurité même après sa mort avec cet argent mis de côté. Et j'ai transmis cet amour, aidant ma fille à réaliser son rêve. Et cet amour a généré une nouvelle vie, Masengo, qui maintenant répand l'amour partout où elle passe. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner, mes chers. C'est comme ça qu'on vainc les difficultés, les pertes, les douleurs. Avec l'amour, avec la famille, avec l'union, avec le sacrifice quand c'est nécessaire, mais toujours en pensant au bien de l'autre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois une vie difficile. Très difficile. Je vois la pauvreté, je vois le travail dur, je vois les pertes, je vois la douleur, mais je vois aussi l'amour, beaucoup d'amour. Je vois une famille qui a toujours été unie, qui s'est toujours soutenue, qui s'est toujours entraidée. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. Si vous qui me regardez tirez une leçon de cette histoire, que ce soit celle-ci, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour. Ne sous-estimez jamais l'importance de la famille. Ne pensez jamais que le peu que vous pouvez donner ne fera pas de différence. Parce que ça fait toujours. Makaya a mis des sous de côté pendant des années. Des sous qui pour beaucoup de gens ne signifieraient rien. Mais ces sous se sont transformés en 2 400 000 francs. Et ces 2 400 000 francs se sont transformés en une vie. En une belle enfant qui aujourd'hui remplit notre famille de joie. Alors quand vous penserez que vous ne pouvez pas aider parce que vous n'avez pas beaucoup, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que Makaya n'avait pas beaucoup, mais a donné ce qu'il avait. Souvenez-vous que je n'avais rien, mais j'ai donné ce que Makaya m'avait laissé. Et souvenez-vous que de ce peu, de ce presque rien, est née une vie. Mes chers, je voulais remercier chacun de vous qui êtes restés ici avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je sais qu'elle était longue, je sais qu'elle était émouvante, je sais que peut-être certains d'entre vous ont pleuré avec moi. Et c'est bien. Nous avons pleuré ensemble, nous avons souri ensemble, nous avons vécu ensemble cette histoire. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre « j'aime » en bas. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez si vous avez aussi une histoire d'amour et de famille à partager. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour existe encore, que la famille compte encore, que ça vaut la peine de faire des sacrifices pour ceux qu'on aime.